Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La baisse des activités commerciales due à la fermeture des frontières terrestres et aériennes est l'un des impacts de la Covid-19 sur le secteur du commerce en Guinée. À cela s'ajoute le couvre-feu et la limitation des déplacements qui s'est répercutée sur le tarif des transports, note le ministre Boubacar Bari. Pour atténuer les conséquences de cette crise, l'État a pris des mesures dans la première phase du plan de riposte en faveur des opérateurs du secteur du commerce pour la période allant de janvier à juin 2020 et au-delà. Avec un volume d'importation d'environ 230 000 tonnes de riz titrant 25% de brisure, devant engendrer environ 117 milliards de francs guinéens de recettes fiscales, l'État a concédé sous forme de subvention environ 92 milliards de francs guinéens, soit 92% de subvention aux opérateurs du secteur. Boubacar Bari précise que le coût prévisionnel de ces mesures s'élèverait à près de 230 milliards de francs guinéens au 31 décembre 2020. Autre mesure prise par le gouvernement pour ravitailler le marché en denrées de première nécessité, c'est la disponibilité d'un stock pouvant couvrir les besoins de consommation des populations pendant plus de 5 mois pour le riz et l'huile végétale, 8 mois pour le sucre, le blé et la farine, la purée de tomates, le poisson et l'oignon. Les besoins varient entre 4 à 7 mois de consommation. Les stocks en additifs plus les stocks en physique sur place vont pouvoir couvrir les besoins de la population sur 5 mois. Ça veut dire qu'à partir de ce mois de juillet jusqu'à fin novembre, nous sommes dans une période de sécurité où les denrées de première nécessité relatives au riz titrant 25% de brisure sont disponibles. Mais puisque le processus d'importation continue, bien entendu, au fur et à mesure que les importations se feront, au fur et à mesure, ce délai ira progressivement. Boubacar Bari note également que son ministère a été instruit de mettre en place un programme d'urgence visant la constitution d'un stock de sécurité alimentaire. Ceci pour prévenir tout aléa dans l'approvisionnement du marché en denrées. Ils vivent l'enfer dans les bus, ils ont un salaire de misère. Le coronavirus est venu aggraver leurs conditions de vie. Ces chauffeurs sont à la fois hantés par leur présent et par leur futur. Le mois d'août prochain, ça sera 2 ans. Mais jusqu'à présent, nous, on n'a pas enregistré à la Caisse nationale de la sécurité sociale. On n'a pas de primes de transport. Durant le 3 mois gratuit qui est passé là, parfois on peut garer le bus, on fait à pied jusqu'à la maison, par manque de transport. Comme pour la quasi-totalité des services publics et privés du pays, c'est sans surprise que les heures supplémentaires de ces conducteurs ne soient pas payées. Curieusement, les retards et les cas de maladie excédant 72 heures sont pénalisés. Nous, on n'a pas pris en charge. Quand tu tombes en maladie, si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. On coupe sur ton salaire le nombre de jours que tu as fait que tu n'as pas été présenté. On coupe sur ton salaire. Quand tu viens en retard, on coupe sur ton salaire. Alors que quand tu te pénalises sur ton travail jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures, cela, rien n'est payé. Quand tu parles de l'affaire des syndicats, on te licencie. Actuellement, 40 bus circulent dans la capitale. L'autoroute, 3 fois celle des Princes, et moins de 20 personnes sont autorisées à prendre place. Actuellement là, il y a 30 bus qui roulent sur l'autoroute. Il y a 10 bus qui roulent sur la route des Princes. Le bus prend actuellement là 19 personnes par place. La plateforme Mbalia, voilà un nouvel outil que les clients de Yété Mali doivent s'en servir. L'idée d'une telle innovation a germé bien avant la pandémie de Covid-19. Sa mise en place pendant cette période est une opportunité selon les concepteurs. Cette maladie à coronavirus qui mine notre société, nous avons jugé bon d'anticiper sur ce plan d'action. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cet outil. Le choix du nom Mbalia pour la plateforme n'est pas un fait du hasard. Avant sa dénomination, plusieurs tractations ont prévalu
Finalement, nous avons décidé quand même de choisir un nom du terroir, un nom connu. Mbalia, c'est un nom de chez nous. C'est ce qui fait la différence entre chatbot et les chatbots des autres institutions financières de la place que vous connaissez déjà. Mbalia est celle qui, pour la première fois, a donné le nom de la microfinance Yete Mali. Toutefois, à l'orée de la technologie, chaque entreprise financière peaufine son mode de fonctionnement. Les responsables de Yete Mali sont donc motivés par cette volonté. Pendant la cérémonie, les convives s'évertuent à se familiariser aux nouveaux outils. Et nos collaborateurs qui travaillent à la communication, qui sont tout le temps appelés, même la nuit, sont appelés par des gens qui sont en Guinée et à l'extérieur du pays pour avoir des informations sur un tel ou un tel produit. Et nous ratons beaucoup d'appels. Le 25 mars 2020, en pleine campagne électorale, Soumaïla Cissé est enlevé entre Saraféré et Koumaïra au nord du Mali. Mais les ennuis pour l'homme politique avaient commencé un peu plus tôt. Il était à Niafunké. Le jour qu'il est rentré à Niafunké, nous avons parlé. Il dit, ah, Doré, je suis à Niafunké pour la campagne, mais c'est au nord ici, c'est difficile. J'ai dit, comment, papa? Il dit, non, pour circuler même, il faut que tu demandes l'autorisation. Alors qu'il avait demandé l'autorisation. Depuis 2016, le jeune politicien entretient de bonnes relations avec l'opposant malien. 100 jours sans nouvelles de celui qu'il appelle son mentor, Diabati Doré s'inquiète et s'interroge. Vous savez, quand les djihadistes ou les ravisseurs enlèvent quelqu'un, 2 ou 3 jours, il y a toujours des revendications. Mais de son enlèvement jusqu'à nos jours, à l'heure où je vous parle, personne n'a revendiqué. C'est inquiétant. Qui a enlevé Soumaïla Cissé? Une main noire du pouvoir malien serait-elle derrière le rapt? Les Maliens, eux aussi, veulent voir clair dans cet enlèvement. La question de savoir s'il y a une main derrière, je pense que non. Parce que ceux qui opèrent au nord, notamment que ce soit la Katiba Massina, que ce soit le GCM, le groupe, comment on appelle le groupe de Sali, dirigé par Yad Agali, ne dépendent pas d'une autorité quelconque. Ils ont leurs accoutrements avec Al-Qaïda et l'État islamique. Donc s'il y a une main derrière, ça ne peut être que les parrains de ces organisations terroristes. Aujourd'hui, le Mali traverse une crise politique et est encore loin de voir son épilogue. Un religieux, l'imam Diko, dirige une vague de protestation contre le régime d'Ibeka. Le mouvement se tient en l'absence du chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé, qui on pense pourrait contribuer à l'apaisement de la situation. S'il y a des élections aujourd'hui sans Soumaïla Cissé, il y a quelque part un manque à gagner. Parce que Soumaïla est la deuxième personnalité depuis 3 décennies, en tout cas, du point de vue politique, il est le chef de l'opposition. Depuis 100 jours, Soumaïla Cissé reste introuvable. Les actions de mobilisation de son parti, de sa famille et ses proches en vue de sa libération n'ont pas fait bouger les lignes. Ces ravisseurs, dont l'identité véritable reste à découvrir, le gardent dans un mythe persistant et tellement pesant. Pues nunca me esperaba eso y él es un hombre maravilloso. Qué sorpresa tan linda. Ya teníamos planeado esto, el matrimonio. La verdad, pues creo que hoy fue un día muy importante, volverla a ver después de tantos días.